Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de force et pour vous dire que l'entraînement en force est principalement un entraînement cérébral. Alors bien sûr, pour être fort, il faut avoir de gros muscles, il faut avoir une bonne structure, il faut avoir de bons leviers, mais une chose très importante à travailler pour être fort, c'est travailler les connexions neuronales, donc de travailler l'ensemble des neurones qui activeront les fibres musculaires correspondant aux muscles entraînant le mouvement que vous voulez pratiquer. Alors, il faut savoir que les bodybuilders bien sûr prennent de la force, mais leur entraînement n'est pas basé sur la prise de vitesse, elle est basée sur le développement musculaire, sur le ressenti. Donc c'est pour ça que le bodybuilder ne va pas faire un travail psychomoteur, ne va pas essayer de créer des réseaux de connexions neuronales pour pouvoir activer un maximum de fibres d'un coup. Son but, c'est, et gagner de la vitesse, son but c'est de travailler les muscles, de localiser sur les muscles qu'il veut travailler et de les choquer, de les détruire à l'entraînement, de casser de la fibre pour en reconstruire encore plus, associé bien sûr à une alimentation, bien sûr, sur les principes inflammatoires de restructuration de la fibre. Donc son but, le but du bodybuilder n'est pas de prendre de la vitesse pour gagner de la force, mais de localiser le mieux possible sur un muscle pour briser le maximum de fibres et entraîner un processus de restructuration, processus inflammatoire qui va générer encore plus, en fin de compte, un développement encore plus important des fibres musculaires. Alors, les powerlifters, si bien sûr ils ont besoin de travailler un peu comme les bodybuilders, alors, ou les gens qui font de la force, ou les gens qui font de la musculation appliquée à un sport, pour prendre de la vitesse, vont bien sûr avoir besoin d'un gros système musculaire, le plus souvent, alors sauf les sports où il y a des catégories. Si vous prenez évidemment trop de muscles, vous allez passer à la catégorie supérieure, ou si vous prenez trop de muscles, par exemple, quand vous êtes sprinter, vous allez vous alourdir et les gains en force que vous allez gagner ne vont pas être assez importants vu l'alourdissement de la structure. Donc tout ça est un travail dont le but est la performance et non forcément le volume musculaire, mais certaines performances sont en rapport aussi avec le volume musculaire, comme par exemple les athlètes de force, les athlètes de lancer, certains lancers comme le marteau ou comme le poids, qui demandent d'avoir des gros gars le plus gros possible, le plus balèze pour pousser. Bien sûr, un sprinter, lui, va être confronté au fait qu'il doit en plus mouvoir dans l'espace sa structure dans une direction et que ça va l'alourdir. Donc le gain de force qu'il aura pris ne va pas, de poids qu'il aura pris par un développement d'un système musculaire important ne va pas forcément être valable. Donc le travail en force est principalement, si vous voulez gagner de la vitesse, la force s'obtient souvent avec de la vitesse, c'est un travail, ce qu'on appelle un travail neuromoteur, un apprentissage psychomoteur, pour être capable d'enchaîner le plus rapidement possible la contraction de groupes musculaires différents et aussi cet apprentissage psychomoteur va être fait pour monopoliser d'un coup le maximum de fibres musculaires pour pouvoir créer comme une explosion musculaire, une contraction d'un coup de toutes les fibres, faisant à ce moment-là prendre de la vitesse ou au corps ou à l'objet que vous voulez déplacer, comme en powerlifting où on doit déplacer une barre. Alors pour ça, il faut travailler les relais nerveux permettant en fin de compte, de faire suivre les contractions musculaires des groupes musculaires différents ou d'actionner le maximum de fibres d'un coup. Et c'est un travail du cerveau. Alors il y a plusieurs techniques pour faire ça. Alors j'ai parlé de powerlifting, puisque le powerlifting, c'est à la base mon sport, et c'est un sport dans lequel
les athlètes, pour lever les charges les plus lourdes possibles, doivent apprendre à créer des réseaux neuronaux, en plus du développement musculaire, hein, en fin de compte, des épaississements neuronaux, de connexions neuronales permettant d'activer le maximum de fibres d'un coup et d'enchaîner les contractions des groupes musculaires le plus rapidement possible. Alors, comment on fait ça? On fait ça avec des techniques d'entraînement très simples, hein, qui ont été élaborées en partie aux États-Unis avec l'apparition des élastiques, l'apparition des élastiques qu'on met sur les barres, l'apparition des chaînes que l'on met. Les chaînes, à la base, c'était des chaînes de marine, hein, que l'on accrochait de chaque côté des barres, et à la technique du stop and go, c'est-à-dire le fait de travailler le mouvement avec des amplitudes différentes, et en partant sur une barre arrêtée, on n'aura pas accumulé l'énergie élastique de la descente, puisque les pecs, par exemple, sont des muscles qui sont faits pour accumuler l'énergie cinétique, hein, dans la descente, l'énergie du mouvement dans les pecs, et de restituer à la façon d'un élastique, enfin donc cette tension dans les fibres musculaires pour, en plus d'une contraction volontaire, rajouter cette tension élastique qui a été mise dans les muscles. Alors, les pecs sont un muscle, toute l'épaule de l'homme est un muscle qui est fait pour, à la base, accumuler l'énergie élastique, puisqu'on est des lanceurs et des chasseurs, des êtres qui étaient faits pour chasser, donc faire une rotation et renvoyer dans cette rotation un peu comme une catapulte, hein, accumuler l'énergie élastique dans le pec et retourner et renvoyer par cette énergie élastique accumulée dans le pec et dans tout le système articulaire de l'épaule, et même dans les ligaments, dans la capsule articulaire de l'épaule. Il y a tout un système d'accumulation d'énergie pour pouvoir la relancer d'une façon passive, si vous voulez. On jette le bras en arrière, on tourne, on tend le pec, mais ensuite on renvoie, et c'est comme un élastique qui se retend. Bien sûr, en powerlifting, on va réutiliser ce système du lancer, de notre sélection génétique sur un muscle élastique et une articulation de l'épaule relativement élastique faite pour, en fin de compte, lancer et tuer des proies à distance. Donc, le but en powerlifting, c'est bien sûr, on descend, on accumule de l'énergie élastique, mais on doit aussi restituer cette énergie, on maintient la tension dans le muscle, mais on doit contracter le maximum de fibres d'un coup pour pouvoir démarrer le plus rapidement possible, prendre de la vitesse, ne pas laisser le temps à la barre de ralentir en prenant tout de suite un relais triceps. Et pour ça, on travaille avec les élastiques ou avec les chaînes, c'est-à-dire que plus vous montrez, plus la tension sur les élastiques sera importante, ce qui fait que vous ne pourrez plus jouer sur l'inertie, sur la vitesse qu'a pris la barre pour la pousser, mais le travail aux élastiques ou aux chaînes, à chaque fois l'élastique se tend ou vous avez des maillons supplémentaires de chaînes qui en fin de compte sont décollés du sol, donc vous allez être obligé d'à chaque fois rajouter de la contraction musculaire et de créer, par ce rajout de contraction musculaire, des connexions neuronales, des réseaux de connexions neuronales dans le cerveau, permettant d'activer le plus rapidement possible un maximum de fibres et des groupes musculaires, des contractions de groupes musculaires qui se suivent le plus rapidement possible, sans laisser le temps à la barre de ralentir, d'où l'avantage du travail élastique et d'où l'avantage du travail avec des chaînes. Travail élastique et travail des chaînes que l'on peut mettre sur différents mouvements et qui est fondamental pour prendre de la force. La force qui n'est pas un travail, cette force qui n'est pas uniquement due au développement du système musculaire, mais à l'enchaînement des contractions des groupes musculaires qui vous permettent de prendre de la vitesse, de ne pas laisser la barre ralentir et de pousser comme ça plus lourd. Alors c'est un travail qui va vous faire prendre de la force sans forcément vous faire prendre du volume, bien que tout travail musculaire va générer des ruptures musculaires, et puis l'organisme, par un processus de reconstruction et d'inflammation, va en reconstruire encore plus si vous êtes bien alimenté, bien sûr. Mais parallèlement, ce travail typique de powerlifter, ce travail typique de personnes voulant prendre de la force avec ces élastiques, avec ce travail explosif qui vous permet de prendre de la vitesse,
et surtout un travail vous permettant de créer des réseaux neuronaux activant un ensemble de groupes musculaires, donc une suite de groupes musculaires le plus rapidement possible, un enchaînement de contractions de groupes musculaires le plus rapidement possible, et en même temps la contraction de maximum de fibres. Donc la force, c'est dans la tête, et ça se travaille, c'est pas pour ça que vous serez plus intelligent, mais au moins vous aurez travaillé votre cerveau pour être plus rapide, plus puissant, et donc plus fort dans vos compètes. Donc c'est comme ça, hein, c'est tout simplement un travail, ce qu'on appelle neuromusculaire, pour pouvoir créer, par l'épaississement de ces connexions neuronales, on crée des épaississements, puis plus on entraîne le cerveau, plus on répète le mouvement, le même mouvement, plus on va, en fin de compte, travailler les mêmes réseaux neuronaux entre cerveaux qui commandent les mêmes groupes musculaires. Ces réseaux neuronaux entre cerveaux plus ils sont travaillés, plus ils vont s'épaissir, plus l'information va transiter rapidement, et plus l'enchaînement des contraction des groupes musculaires entre eux va se faire rapidement, et vous allez gagner de la force. Donc si on découpait le cerveau, ou si on faisait une espèce de scan du cerveau d'un powerlifter champion du monde, on verrait un réseau neuronal extrêmement épais correspondant à l'ensemble des groupes musculaires qu'il a monopolisé des années et des années pour créer un réflexe conditionné lui permettant d'être extrêmement puissant. Donc nos mouvements sont inscrits dans la tête par ces autoroutes de l'information où circulent encore plus rapidement les flux électrochimiques qui permettent de monopoliser le plus rapidement un ensemble de fibres musculaires du corps et de créer un mouvement puissant, rapide. Alors il y a une autre technique qui est utilisée pour prendre de la force, prendre de la vitesse en fin de compte, c'est le stop and go. Alors le stop and go, comme je vous l'ai dit, ça a été pas innové, mais ça a été pratiqué d'une façon intense en powerlifting par les Américains, par les équipes américaines, et ils avaient trouvé la technique de faire des mouvements. Alors on mettait une barre sur une planche en bois plus ou moins épaisse sur la poitrine, et on s'entraîne selon les entraînements avec des poids un peu plus lourds en démarrant le mouvement en stop d'un peu plus haut, ou bien des poids similaires. Le but étant de créer en fin de compte des réseaux de connexion neuronale permettant de créer des réflexes de poussée et à ce moment-là, de ne pas vous laisser endormir, ce qu'on appelle endormir par la barre, de ne pas laisser la barre ralentir en justement, à la façon un peu d'un booster, des boosters des fusées. Vous savez, les fusées, la façon de lancer des fusées dans l'espace, c'est très simple, c'est vous mettez dans un tube des explosifs se dilatent et propulsent extrêmement rapidement la fusée dans l'espace, et avant que cette fusée ralentisse, il y a des boosters qui se mettent à exploser, donc d'autres tubes avec dedans de l'explosif qui explosent à ce moment-là et qui permettent de prendre le relais de ce tube, le relais de la fusée, et de lui permettre d'accélérer encore plus et de l'empêcher de ralentir. Et c'est exactement le même système avec le stop and go. Vous vous habituez, grâce aux connexions neuronales générées par le stop and go, à créer des poussées successives par justement des connexions neuronales qui ont été générées, permettant de monopoliser un maximum de fibres les unes après les autres. Parce que si vous travaillez lourd à la façon des bodybuilders en permanence, à un moment vous allez ralentir et vous n'allez pas pouvoir pousser très lourd, ce qui n'est pas bien grave pour un bodybuilder. Le principal, c'est qu'il localise, alors qu'un powerlifter doit, lui, battre des records, donc il doit pousser encore plus lourd, donc il doit être capable d'avoir d'autres fibres musculaires qui prennent le relais, permettant de maintenir la vitesse de la barre et d'empêcher celle-ci de redescendre et de l'écraser. Et c'est pour ça que le stop and go est quelque chose de fondamental en powerlifting. Donc on travaille du stop and go
barre sur la poitrine classique, ça c'est pour apprendre à ne pas utiliser l'énergie élastique du muscle, hein, qu'on aura en compétition, et de démarrer avec un influx nerveux, une connexion neuronale d'un maximum, on va dire, de neurones agissant sur un maximum de fibres permettant une contraction simultanée, permettant de faire exploser la barre. Et ensuite, on va faire du stop and go un peu plus haut, permettant de créer des réseaux nerveux, des connexions neuronales, permettant de terminer le mouvement par l'enchaînement de la contraction maximale, le maximum de fibres des pecs, et ensuite, bien sûr, de faire enchaîner les triceps et la partie superficielle des pecs pour terminer le mouvement. Alors attention, partie superficielle des pecs, il faut bien comprendre que les pecs à l'insertion sternale il y a une insertion commune, c'est pour ça que les gens disent oui, le serré, ça ne travaille pas le milieu. C'est parce qu'ils n'ont pas bien compris la biomécanique. Il y a une insertion sur l'humérus du grand pectoral, et cette insertion part en éventail et s'insère bien sûr sur le sternum, la clavicule, les côtes, les parties chondrosternales des côtes ici, et je remonte ici, donc il y a toute une insertion ici, mais ici il y a une première série d'insertions et une seconde série d'insertions ici à l'intérieur, c'est assez épais l'insertion des grands pectoraux, et les fibres superficielles, bien sûr, sont des fibres qui s'insèrent sur la partie centrale, et les fibres plus profondes s'insèrent justement sur la partie plutôt chondrosternale, donc sur les cartilages costaux et l'autre sur le sternum. Donc vous avez des couches successives de fibres, et bien sûr, quand vous êtes étiré, vous démarrez avec une contraction générale, on va dire, des fibres musculaires, mais quand vous terminez, c'est les fibres superficielles vont terminer le mouvement pour ramener la barre. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait du serré, on travaille le centre des pecs. En vérité, on travaille l'ensemble du pec, mais l'ensemble sur toute leur longueur, puisque ces fibres qui vont du centre vont jusqu'au bout, mais ce sont les fibres superficielles du pec qui, même si elles couvrent tout le pec, s'insèrent ici, qui vont être plus monopolisées dans la fin du mouvement. L'ensemble des fibres étant bien sûr travaillé sur l'étirement complet, mais les fibres superficielles agissent encore plus à la fin. Donc ça, il faut le savoir, ça ne rentre pas forcément à la force, mais c'est pour vous dire qu'il faut travailler un ensemble de connexions nerveuses, et c'est un peu à la façon des boosters, hein. On commence par les pecs, bien sûr les triceps jouent, et on prend le relais triceps avant que la barre perde de sa vitesse pour continuer sur cette vitesse, sur cette inertie, à pouvoir utiliser cette barre à pouvoir pousser cette barre pour la monter le plus haut possible et pouvoir monter en fin de compte une barre le plus lourd possible. Donc, gros travail neuromusculaire grâce au stop and go. Ce stop and go qui peut être utilisé par exemple, ou comme l'élastique, hein, ou comme les chaînes, par les athlètes des sports de combat, de force, de lancer, qui ont besoin de prendre de la vitesse dans leur mouvement, puisqu'un mouvement développé couché classique aurait tendance à ralentir, c'est-à-dire que vous n'allez pas travailler en bodybuilding pour prendre de la vitesse, vous allez localiser sur le muscle, et on n'a pas besoin de prendre de la vitesse pour localiser, le mouvement peut se faire lentement, mais cette contraction ne va pas créer des réseaux neuronaux, de connexion neuronale, faits pour monopoliser d'un coup le maximum de fibres musculaires et taper et mouvoir le membre le plus rapidement possible. Ce n'est pas le but du travail du culturisme. C'est pour ça que un mec qui fait du lancer, ou un mec qui fait de la force, ou un mec qui fait du lancer, ou un mec qui fait du sport de combat avec percussion, n'a pas intérêt de travailler un développé couché comme un bodybuilder, mais plutôt comme un powerlifter pour prendre de la vitesse et pas pour uniquement ressentir le muscle. L'important étant, pour les gens qui font des sports de lancer et du MMA ou de la boxe, de projeter le bras le plus rapidement possible. Bien sûr, un coup de poing, c'est l'ensemble du corps, puisqu'il y a rotation, nous sommes des lanceurs, ça dépend évidemment de quel coup de poing, mais l'important, c'est de prendre de la vitesse pour que le poing percute le plus rapidement possible l'adversaire et lui fasse mal. Donc c'est un entraînement proche de celui des powerlifters, c'est un entraînement neuromusculaire, c'est un entraînement, surtout un apprentissage psychomoteur, c'est un apprentissage pour pouvoir contracter un maximum de fibres d'un coup et créer
une suite de contractions de groupes musculaires permettant de donner de la vitesse en force ou à la barre, en lancer soit au poids ou d'autres, ça dépend comment on lance, mais chaque sport doit être, chaque mouvement de musculation adapté doit être adapté au sport, donc de reprendre à peu près le mouvement du sport ou faire prendre de la vitesse au point, ou en powerlifting à la barre. Voilà, petite vidéo pour vous dire que la force, c'est dans la tête, vous ne serez pas plus intelligent pour ça, mais vous serez plus fort si vous avez créé les bonnes connexions neuronales. Donc, deux mecs musclés de façon identique, l'un peut être beaucoup plus fort parce qu'il aura travaillé son système nerveux et il aura fait un apprentissage psychomoteur. Alors, bien sûr, ces apprentissages psychomoteurs n'ont pas forcément comme but la vitesse et la force. Par exemple, en haltérophilie, le but de cet apprentissage psychomoteur, c'est la vitesse, bien sûr, mais aussi de pouvoir créer des réflexes conditionnés en épaississant ces connexions neuronales pour permettre de faire justement ce mouvement sans y penser, à force de l'avoir répété. Vous avez fait des connexions neuronales très épaissies, permettant de tout de suite générer une suite de contractions musculaires, un positionnement général qui est inscrit dans votre cerveau et qui vous permet à ce moment-là de faire le mouvement beaucoup plus vite sans y penser. La même chose pour les haltéros vont le faire avec du poids, donc ils vont en plus obligés de travailler les muscles. Les danseurs, eux, qui ont des enchaînements de mouvements extrêmement complexes, doivent travailler jour après jour les mêmes mouvements, les mêmes enchaînements pour créer le même système de connexion neuronale qui permettent de monopoliser les uns à la suite des autres le plus rapidement possible ou avec un temps donné un ensemble de fibres musculaires permettant de générer le mouvement qu'on lui demande dans son activité. Donc ce sont le travail psychomoteur qui n'est pas un travail fait pour développer le muscle, qui est un travail fait pour travailler dans la tête les enchaînements de contractions musculaires permettant d'avoir un mouvement le plus fluide et le plus parfait pour sa pratique sportive. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo simple et efficace pour vous faire comprendre que devenir fort, c'est prendre du muscle, mais c'est aussi travailler sa cervelle et les connexions des petits neurones entre eux. À bientôt, c'était Fred Delavier, paix sur terre.